Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'histoire de ce podcast et nous décrire son contenu? Bien sûr, alors je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, hein. Ça va être disons, un discours un peu introductif à la grande table ronde qu'il va y avoir du coup, tout à l'heure. Donc moi je suis la voix et le créateur du podcast Jeans, qui est un podcast qui parle de sexualité, de corps, d'amour, de genre, de féminisme, pour les personnes arabes et musulmanes, qui est devenu aussi des personnes racisées en général, et des personnes spirituelles aussi en général. Moi en fait le point de départ c'est que ça fait 10 ans maintenant que j'ai des idées assez prononcées en termes de féminisme, antiracisme. Je pense que je suis assez différent peut-être des gens qui sont dans la salle, qui sont plutôt dans le milieu universitaire. Moi j'ai pas du tout évolué dans ça, je suis pas du tout sociologue, je suis pas anthropologue, j'ai pas de PhD appliqué en études de genre, je suis pas coach love, je suis pas imam, je suis juste un jeune homme qui a vu un discours engagé, qui en avait vraiment ras-le-bol de tout ce qu'on se disait dans les dîners, dans les discussions, entre amis, qui sont plus mes amis du coup, et d'avoir un discours de plus en plus engagé, plus militant. Et en fait, c'est là où je viens, parce que j'ai commencé à militer pour le Maroc, au Maroc, dans ma terre natale, où il y a aussi beaucoup de choses à faire sur ces questions LGBTQIA+, dont on parle. Et en France aussi, sur deux volets distincts. Ici, c'est plus sur la question intersectionnelle, raciale, islamophobe, et j'en passe. Et quand je me suis rendu compte de toutes ces micro-agressions au quotidien, je me suis dit que c'était plus possible de rester silencieux dans ce silence qui était partagé par la majorité. Donc j'ai quitté le confort de ma vie d'avant du jour au lendemain pour revenir habiter entre la France et le Maroc. Et je me suis mis à lire et à lire encore. Enfin, je pense que le seul intérêt de ce que je raconte aujourd'hui, c'est vraiment de se dire qu'on peut ne pas être docteur en sociologie et commencer à se poser des questions, mais être un citoyen lambda, vraiment être personne. Moi, je suis en plus anonyme dans le discours, donc c'est vraiment cette question-là de j'ai lu encore. Pour le coup, j'ai lu Amina Wadoud, j'ai lu Angela Davis, j'ai lu Tariq Mohamed Zahed aussi, et puis j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. J'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible, et j'ai lu encore. Et quand on lit toutes ces choses-là, on commence à se rendre compte de plein d'aspects du monde, et je me suis juste dit, on m'a menti toute mon enfance, toute ma jeunesse, toute ma vie. On m'a raconté des choses qui n'existaient pas dans les textes. Et donc c'est là où la lecture approfondie m'a permis de mettre en lumière ce que justement le patriarcat mettait dans l'obscurité, ou plutôt dans l'obscurantisme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de comment on peut révéler le savoir différemment, lui mettre une lumière différente. Et c'est vraiment le principe de Jeans, c'est d'interroger des personnalités du monde académique, du monde public, des chanteuses, c'est des personnes non binaires, il y a vraiment de tout, des artistes, etc., dans une grande diversité, pour parler de manière intersectionnelle, inclusive, et faire ce que j'appelle moi une révolution d'amour. Voilà. Et on parlait, juste pour en dire un petit peu plus de Jeans, on parlait ce matin de la nécessité de peut-être changer les représentations, de déconstruire les choses à une échelle individuelle et aussi à une échelle collective, et au-delà même du monde académique, c'est ce que fait Jeans. Et je me posais la question de savoir quelles avaient été et quels sont encore les retours en fait, que tu reçois régulièrement. Alors, il y a plein de retours qui sont évidemment très ambivalents, puisque j'ai à la fois, je suis passé par, je pense comme beaucoup de militants très actifs sur le terrain, des menaces de mort, des menaces, des insultes, du cyberharcèlement, du signalement, etc., qui n'ont pas forcément trop fait peur pour le moment. Et en même temps aussi beaucoup de messages extrêmement touchants, révélateurs d'une société un peu cachée, anonyme derrière leur écran, qui, quand je dis société, c'est-à-dire des personnes, en fait, des individualités plutôt, qui subissent ces harcèlements-là parce qu'ils sont, ou elles sont des personnes à l'intersection d'identités différentes qui sont mutuellement exclusives selon le social et selon le patriarcat surtout. Donc quand on est une personne qui est une femme qui porte le foulard et qui a une sexualité hors mariage, eh ben on se sent extrêmement mal et du coup on ne sait pas se foutre. De la même façon qu'un homme qui est noir, musulman et qui habite en France et qui est homosexuel, il ne sait pas où se foutre parce qu'en fait, là où il va, il y a une question de quel est mon espace sûr. En fait. On parlait tout à l'heure de territorialité, des espaces où on peut se définir, où on est plus sûr d'être.
Et en fait, voilà, moi je loue cette idée-là à travers les invités que j'ai eus, notamment ce féminisme intersectionnel, qui est pour moi hyper important, qui part aussi de la figure du féminisme islamique aussi, parce que moi, pour moi, le féminisme islamique, c'est un féminisme qui est spirituel, qui est droit humaniste, qui est intersectionnel par définition, qui est décolonial aussi, et pour montrer aussi qu'il y a des féminismes, en tout cas, pour moi, il n'y a que le féminisme intersectionnel qui vaille aujourd'hui pour la libération et la convergence des luttes. Donc, il y a vraiment ce principe-là aussi de les retours. Les gens sont très heureux d'avoir enfin des représentations, en fait, de se dire, en fait, on est en train de penser de l'intérieur, par nous et pour nous, ces questions-là, qui ne sont pas du coup homonationalistes, qui ne sont pas prises dans des rapports de colonialité, et vraiment de repenser aussi toutes ces questions-là de représentation de manière profonde, de les redéfinir, de se les réapproprier aussi, et voilà, et d'en faire nos propres visions du monde, quoi. Et pour finir, pour ceux qui veulent découvrir Jinx, l'écouter, est-ce que tu peux nous faire un petit teasing de ce qu'il y a à venir et peut-être d'orientation future du podcast? Ouais, bien sûr. Alors, je vais parler de ça et je vais aussi avoir un petit mot sur le militantisme parce que ça va être la thématique d'après, ça pourra me permettre d'introduire, sinon Aminata va me demander. Du coup, oui, alors Jinx, vous pouvez trouver ça sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Voilà, je suis inclusif même dans les plateformes de streaming. Vous pouvez aller voir ça partout où vous voulez, c'est gratuit. C'était aussi l'esprit en fait de ce podcast-là, c'est de mettre à contribution des savoirs très précieux de la part des personnes érudites avec qui j'ai partagé ce micro-là, pour pouvoir le mettre dans le monde réel, dans le commun des mortels, dans les personnes qui pouvaient accumuler ces savoirs-là. C'est disponible donc partout, tout le temps, gratuitement. Vous pouvez aussi suivre sur Instagram, @Jinx_podcast, place à titre promo. Mais c'est aussi en fait un espace que j'appelle plus ou moins, enfin disons safe avec moi, parce que je suis le seul qui fait tout de A à Z dans cet espace-là médiatique. Et j'y tiens parce qu'en fait, j'ai envie que les gens s'y sentent sereins pour pouvoir échanger. Jusqu'à ce matin, j'ai une jeune femme qui est neurodivergente, qui est musulmane, qui porte le foulard, qui ne sait pas du tout où se foutre. Pareil, voilà, c'est vraiment cette question-là de quelle est ma place dans ce monde-là, comment est-ce que j'ai accès à ce savoir-là. Donc c'est hyper intéressant. C'est souvent lors de témoignages comme ça, de ces retours, que les idées émergent chez moi de quelle personnalité je pourrais interviewer pour que cette parole puisse se répandre le plus possible et dévoiler ce message d'amour, de paix, de solidarité, beaucoup. Et je vais faire la transition du coup par rapport au militantisme. Moi, alors je ne vais pas déprécier ce que je fais non plus comme travail, parce que c'est un travail de tous les jours. Je donne tout mon temps, mon énergie à faire ça le plus possible, parfois à défaut de pouvoir en vivre. Parfois, c'est toujours le cas, mais bon voilà. Et je loue et j'admire tout le travail qui est fait notamment par Yacine, qui va parler tout à l'heure, par tous les autres, par Cynthiane, enfin toutes les associations qui s'occupent vraiment de ça sur le terrain, qui font un travail remarquable au quotidien. Ça, c'est pour moi la vision qu'on a du militantisme. Je dirais quand même, pour compléter ça, que j'ai envie de réfléchir à une autre forme de militantisme qui m'appartient, qui n'est pas forcément quelque chose auquel on pourra adhérer forcément, mais moi, mon cyber-militantisme, il se trouve sur les réseaux, évidemment, parce que je pense que, même si le travail de terrain est important, je crois que le mien, il est moins terrain, mais il est aussi peut-être tout terrain, puisque du coup, il est digitalisé, du coup, tout le monde peut y accéder, partout, en anglais, en français, j'espère rapidement en arabe. Pour donner envie, j'ai des hors-séries qui sont en train de passer sur le prochain, ça va être sur l'afroféminisme et les spiritualités, par exemple. Donc, essayer de comprendre le rapport de colonialité qu'il y a eu sur le type de l'islam et de la chrétienté dans les pays ouest-africains, etc. Bref. Il y a plein de sujets, vous allez pouvoir explorer comme vous voulez, ça parle vraiment de validisme, de sérophobie, comme ça parle de grossophobie. Enfin, voilà. Et donc l'idée de militantisme pour moi, elle est très très importante dans le sens où on doit pouvoir se dire qu'en tant que citoyen, citoyenne, on a le pouvoir déjà de militer pour nos idées, pour les causes qui nous sont chères, sans potentiellement en parler de manière universitaire. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, en tout cas
autant faire se peut, c'était vraiment de mettre en lumière des savoirs qui sont déjà brillantissimes dans les cercles universitaires, mais pas que. Il y a autant Zaya Dehar qui dit des choses incroyables sur ce podcast-là que Léla Slimani, que Rokhaya Diallo, mais que aussi Malika Hamidi, Nadia Bouga ici présente, Yacine aussi, Ludwig Mohamed. Dans la salle, il y a la moitié qui a été interviewé. Et donc du coup, d'avoir ce militantisme-là qui passe par la parole. Et moi, je voudrais finir là-dessus, après j'arrête de parler, je vous laisse pour votre pause, c'est la question vraiment du militantisme comme quelque chose qui n'est, pour moi, que je définis, en tout cas là où je me retrouve, pas uniquement comme politique, mais comme poétique. Ça veut dire que ma démarche, elle est vraiment celle de transformer les mots, transformer la parole, la donner aussi, parce que je suis très conscient de mon point de vue situé, de mes privilèges, du fait que je suis un homme cis, etc. Il y a plein de choses qui font que quand on se situe bien comme il faut, on sait aussi comment être un meilleur allié aux causes qui nous touchent moins en tant que personne blanche, en tant que personne racisée, en tant que personne trans, etc., etc. Et en fait, on se place, on se déplace avec beaucoup d'intentions, de bonnes intentions, un militantisme aussi qui doit faire partie d'un mouvement de l'effort, mais aussi voilà, de la joie. On peut aussi, bien sûr que les sujets sont extrêmement sérieux, mais on peut se mettre en joie aussi. Moi, je suis partisan d'un militantisme qui est éclairé, qui est jovial, qui est doux, mais qui est aussi tranché et audacieux. Je pense qu'on peut faire les deux. Je pense qu'on peut regagner en créativité. Et en vrai, si je dois faire mon universitaire, parce qu'on est dans les rangs de l'université d'Aix-Marseille, poème en grec, qui a donné le mot poésie, c'est aussi de l'action, c'est aussi de la création. Donc en fait, c'est pas un mouvement introspectif qui est complètement détaché et tout. Pour moi, la poésie, la joie, ça peut être fondamentalement militant, ça peut créer du collectif autant que l'individuel et du particulier, ça peut faire en sorte qu'on peut réapproprier nos paroles, nos récits et aussi nos actions. Merci beaucoup. Oui, allez écouter Gilles. Voilà.